Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Accepter, ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, on accepte que notre vie a été comme ça, notre passé, qu'il y a eu des erreurs, que nos ancêtres aient fait telle ou telle erreur. On accepte, on n'a pas le choix, on doit avancer. On a besoin de comprendre pourquoi l'être humain a besoin de comprendre. Pourquoi j'ai cette vie, pourquoi j'ai tous ces malheurs, pourquoi et pourquoi. Combien de gens viennent et disent « mais je comprends pas, j'ai pas mérité tout ça et pourquoi ?» Donc déjà, de comprendre pourquoi. Et ensuite, ça y est, après, il y a un moment où il faut avancer. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle rencontre et avec une thématique qui va évidemment vous intéresser parce que je crois qu'il n'y a pas une personne qui s'installe sur ces canapés et qui ne revient pas sur le thème que nous allons aborder aujourd'hui quand on parle de transgénérationnel, bien entendu. Et j'ai souvent dit à ceux et celles que l'on reçoit ici, on devrait tous commencer par un nettoyage transgénérationnel ou une approche transgénérationnelle dès notre majorité, 18, 19, 20 ans. On devrait commencer par ça pour ne pas se trimballer ces fardeaux que l'on connaît maintenant quand on parle de transgénérationnel. Et celle qui est installée là, comment vous dire, c'est un sujet qu'elle maîtrise très très bien. Elle s'appelle Stella Amiard et elle est installée sur les canapés. Bonjour Stella. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de dire que 18, 19, 20 ans, on devrait commencer par travailler ce transgénérationnel? Oui. Ça évite de se dire à 40 ou 50 piges. Tout à fait. Et si on s'y mettait? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, on devrait commencer notre vie d'adulte comme ça, bien sûr. Bon. C'est la base. Un livre, Héritage invisible, se libérer des liens transgénérationnels qui nous empêchent évidemment d'avancer. C'est ce livre aux éditions Le Courrier du Livre dans la grande maison de chez Guy et Claudia Trédaniel que je salue au passage. C'est un livre évidemment intéressant parce que on se pose toujours la question de savoir si les thérapeutes qui s'installent ici ont la légitimité pour parler d'un sujet qu'ils abordent au travers d'un livre. Comment vous dire que vous avez coché toutes les cases? On est d'accord? Oui. Je peux? Oui. Alors écoutez bien. Stella Amiard, c'est ça. Votre grand-mère paternelle s'est suicidée pour rejoindre sa fille qui elle-même s'était suicidée. Elle avait un peu plus de 80 ans quand elle l'a fait. Donc il faut quand même je ne sais pas si on peut parler de courage, mais à cet âge-là, sauter par la fenêtre, il faut vraiment être... Et sa fille avait 16 ans. Oui. Quand elle s'est suicidée également. Votre grand-père paternel est décédé d'un cancer généralisé. Oui. Votre grand-père maternel s'est tué dans un accident de voiture. Oui, et je viens d'apprendre la semaine dernière que mon papa a un cancer. Je viens de l'apprendre là. J'avais terminé le livre. J'ai terminé le livre. Et le jour juste avant la sortie du livre, là, je viens d'apprendre que mon père a un cancer de l'œsophage. Vous êtes arrière-petite-fille d'une orpheline. Oui. Ça, dans le transgénérationnel, ça compte aussi, évidemment. Vous êtes née après une fausse couche. Oui. Non, c'est pas une fausse couche, c'est un bébé mort à la naissance. Mort à la naissance. Il est né, quoi. Voilà. Donc, juste après. Vous avez été aussi victime de plusieurs tentatives d'enlèvement. Oui. 2. J'ai failli disparaître 2 fois, en tout cas, oui. Voilà, et vous avez grandi, alors autant vous dire que dans les non-dits, les douleurs enfouies, les secrets de famille, etc., etc. On coche toutes les cases. Vous cochez toutes les cases. Tout à fait. Un mot, je dirais énergie positive. On vit plein de choses, on vit le rire, on vit les larmes, on vit de la libération en fonction de ce qu'on a lâché. L'énergie collective est au rendez-vous, l'égrégore est là.
Et on sent que c'est très chaleureux, très vivant. Les intervenants sont super, donc on a vraiment hâte de découvrir la suite. Ouais. Bon, alors ça, il va falloir que vous nous expliquiez d'abord, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, vous êtes psychopraticienne, psychanalyste, praticienne en psychogénéalogie. Bah là, évidemment, vous êtes bien placé pour savoir de quoi on parle. Comment vous êtes-vous rendu compte qu'à un moment donné dans votre vie, il fallait faire ce travail de psychogénéalogie? Je me suis rendu compte très tôt, enfant, adolescente, très jeune, qu'il y avait des problèmes dans ma famille. J'ai identifié tout de suite ça. Très tôt, j'ai voulu faire l'inverse de ma famille, enfin de ce que j'avais eu comme exemple ou de ce que je voyais dans mon enfance. Très tôt, c'est-à-dire que depuis l'enfance, je me suis dit, moi, je ne ferai pas pareil. Chaque chose, je disais, je ferai le contraire. Tout ce que eux faisaient, en tout cas, toute l'image qu'ils vous L'image que j'avais de ma famille, je voulais absolument faire mieux. D'accord. J'avais cette obsession de la réparation depuis l'enfance. C'est très fort. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était ma mission. Je savais que j'étais différente, en fait. J'étais vraiment habitée, quoi. Jusqu'à en être malheureuse, jusqu'à en être perturbée dans votre vie d'adolescente. Non, j'étais pas perturbée, mais j'avais un peu honte. De pas honte, ou plus, je dirais... je sais, peut-être une petite frustration de ne pas avoir eu l'impression peut-être d'être née dans la bonne famille, comme si je me disais, ah oui, si j'avais choisi ma famille, j'aurais pas choisi celle-là, quoi. Enfin, et pourtant, vous l'avez choisie. Pardon pour ma famille qui regardera, que j'adore et que finalement, je me dis, c'est grâce à ça que je suis celle que je suis aujourd'hui, mais ça, c'était avant. Évidemment, c'était pas, voilà, j'étais pas à l'aise, quoi, dans cette famille. Dans cette famille, avec cette histoire, c'était trop lourd à porter pour moi. Sauf que l'histoire, ça n'était que des ressentis. C'est-à-dire que l'histoire, vous ne la connaissiez pas telle que vous la connaissez aujourd'hui. Il y avait des choses que je savais. Si, vous saviez quand même. Si, parce que j'adorais entendre les discussions d'adultes quand j'étais petite. Ouais. J'aimais écouter, j'aimais être... j'ai pas eu une enfance comme les autres. J'étais une enfant très mature. Je suis l'aînée. Et j'étais beaucoup avec les adultes. J'étais très entourée d'adultes. Et j'étais beaucoup mêlée aux histoires des adultes aussi. Directement ou indirectement, et donc j'avais conscience de la vraie vie très tôt. Comment vous grandissez alors pour le coup? Est-ce que ça s'est traduit avec de l'hypersensibilité, avec une enfant un petit peu mouvementée J'étais très calme, très douce. J'étais très avancée pour mon âge, précoce, dans mon vocabulaire, dans ma façon d'être. J'avais beaucoup d'empathie, donc hypersensible, beaucoup d'empathie, toujours faire plaisir aux autres, toujours me faire passer en dernier, et ça, vous pensez qu'avec le recul et le travail que vous avez fait au travers de la transgénéalogie, c'est quelque chose qui atteste des souffrances que vous avez pu avoir ou ressentir quand vous étiez petite? Oui, parce qu'un enfant, par exemple, qui hérite de certaines souffrances peut être un enfant effacé, par exemple. Un autre peut le traduire avec de la violence, peut être extraverti. Mais moi, j'étais dans la sensibilité, mais toujours à faire attention à ce que l'autre, au regard de l'autre, à toujours bien me tenir, à être même un peu trop parfaite. C'est-à-dire que les gens disaient de moi que j'étais l'enfant parfaite. Mais c'est lourd à porter quand même, finalement. On a une certaine image à tenir, mais il y avait une grande sensibilité derrière tout ça, bien sûr. Aujourd'hui, quand on a fait un peu plus de 1000 émissions et cette thématique du transgénérationnel revient régulièrement, et j'ai toujours une pensée pour les parents qui se retrouvent un peu démunis face à leurs enfants ou adolescents. Et on a souvent l'habitude de leur coller des étiquettes. Alors en ce moment, c'est la grande mode du HPI, TDAH, de tout ce qu'on veut. Et je me dis peut-être que ça n'est ni plus ni moins que de l'engrammage
transgénérationnel. Oui. Ça pourrait être ça. Ça pourrait, mais attention. Par exemple, HPI, c'est héréditaire. Donc, un enfant qui est précoce, en général, alors avant, les gens ne se faisaient pas diagnostiquer, mais on peut retrouver chez les parents le papa ou la maman précoce. Et ça, c'est très courant. Donc, c'est héréditaire aussi, c'est-à-dire que ça peut exister vraiment, être héréditaire, ça peut être une fausse croyance. Souvent, les parents pensent que l'enfant est hyperactif parce qu'il bouge dans tous les sens, mais non, en fait, c'est juste un problème de comportement. Il trouve pas sa place. C'est vrai aussi. Il trouve pas sa place. Il a besoin d'être dans le mouvement pour compenser un manque. Oui. Non, mais ce que je veux dire, cette hyperactivité, ça peut être du transgénérationnel. Mais ça peut aussi, oui, ça peut être lié à quelque chose. Toutes les pathologies, mais vraiment tout peut être lié au transgénérationnel. Donc vous avez écrit bien sûr ce livre, et puis alors c'est pas le fait de raconter que votre vie, évidemment, c'est aussi de donner des pistes de réflexion. Tout à fait. Et de voir comment est-ce qu'on peut se sentir bien. Moi, quand j'ai lu ça, et je me suis posé la première question, je me suis dit, mais est-ce que quand vous avez su tout ça, est-ce que au fur et à mesure comme ça, comment est-ce que vous avez encaissé les choses? J'ai su petit à petit. J'ai pas tout su d'un coup. Heureusement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, quoi, jusqu'à maintenant, en fait, à chaque fois, il y avait des nouvelles informations. Vous avez cherché à chaque fois? Au début, non. Les informations venaient à moi, une conversation entendue, quelqu'un qui fait une gaffe, une question posée, peu importe. Parfois, ce sont les parents qui parlent volontairement aussi. J'ai une grande communication avec mes parents, heureusement. Mais après, oui, ça a été progressif. Ah oui, ça m'a donné envie de fouiller aussi, bien sûr. Ça m'a donné envie d'enquêter, quand on dit fouiller. C'est un vrai travail d'enquête. C'est une enquête. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment une enquête. Et ça ressemble un peu à une enquête policière, en fait. Mais est-ce que ça, c'est donné à tout le monde? Est-ce que ça, c'est conseillé en tant que psychopraticienne et psychanalyste, est-ce que vous conseilleriez ça que d'aller... Il y a des gens qui vont vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller remuer, comme on dit? Non, si on est bien. C'est seulement si on ressent le besoin. C'est-à-dire si on a un mal-être qui est inexpliqué. Des peurs, des angoisses inexpliquées. C'est vraiment lorsqu'on ne trouve pas d'où ça vient, et c'est ce que je fais en consultation, je fais de la psychothérapie. Très souvent, je sais d'où ça vient. Un chagrin d'amour, enfin une rupture, un accident, un deuil, on sait d'où ça vient. On ne va pas aller forcément aller piocher dans le transgénérationnel. Je ne fais pas ça à chaque consultation. Mais il y a des consultations, vraiment, j'ai vraiment des cas où on ne sait pas d'où ça vient et c'est vraiment assez particulier. Et là, j'invite la personne, justement, je lui pose des questions et en général, je sais tout de suite que ça vient du transgénérationnel. Le transgénérationnel. Alors, on va voir évidemment cette expertise que vous nous suggérez. D'abord, vous parlez d'un livre qui vous a profondément marqué. Oui. Celui-là. Ce livre-là, oui. C'est ce livre qui m'a donné envie de me former, d'être professionnelle. Je me suis dit, c'est bien parce qu'à la base, c'était pour moi. Personnellement. Pour vous soigner, vous, entre guillemets. Oui, tout à fait. En fait, j'étais convaincue, personnellement. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aider les autres. Et ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, vraiment, il faut que je rajoute ça à ma formation. C'est important. En plus, il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent ce métier. Et j'ai vraiment eu tout de suite, j'ai pas hésité, j'ai pas attendu, non, vraiment, c'était pour moi une évidence que je voulais vraiment faire ça. Donc vous allez évidemment vous former, vous allez suivre les cursus qui vont bien. La chanson... Oui, alors ça fait longtemps. C'est réglé. Ça, c'est quand j'étais plus jeune, mais bon, j'ai tourné la page, on va dire. Ça, un petit clin d'œil comme ça, un petit clin d'œil, ou quelques soirées entre amis où vous avez envie de pousser la chansonnette. Là. Oui, quand on est artiste, c'est pour la vie. Bien sûr. Et vous auriez aimé poser des questions? C'est-à-dire? Être à ma place? Ah, j'aurais pu. Vous vouliez être journaliste? En fait, je suis à l'aise pour parler, j'aime parler, j'aime transmettre, j'aime le rapport à l'autre. Et oui, j'aurais... c'est-à-dire que je pense qu'il me faudrait 1000 vies, en fait, pour faire ce que... Vous avez envie de faire plein de choses. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est bien que vous ayez écrit ce livre parce que ça va permettre à des gens, encore une fois, de se poser les bonnes questions. Il y a plusieurs chapitres, évidemment. Le premier chapitre, vous l'avez intitulé cet héritage. Vous dites les valises invisibles qu'on a tous. Oui. Tout le monde est touché. N'importe quelle classe sociale, même au fin fond de l'Amazonie, au fin fond de l'Afrique, on est tous touchés par les liens transgénérationnels.
Donc ça veut dire que, un, il faut en prendre conscience. Deux, une fois qu'on en a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait? On les travaille? D'abord, prendre conscience, ça peut amener à la guérison. Il y a des gens qui prennent conscience et qui ont un déclic pour changer. Ça peut suffire dans certains cas. Ensuite, si vraiment on en ressent le besoin, on peut entamer une thérapie qui sera plus ou moins longue selon les traumas, selon l'histoire de la famille, etc. On peut entamer un travail de psychogénéalogie, donc c'est un génosociogramme, donc c'est un arbre généalogique qui retrace tous les événements importants. Les dates de décès, les causes de décès, les mariages, les divorces, ça, c'est un gros travail, hein. Très gros travail pour le coup. Oui, très gros travail. Ça ressemble à une enquête policière. Ouais. En fait, tu sais, tu prends ton papier et tu hop, là, tu fais les dessins et tout ça. Bon, moi, j'adore ce travail-là, mais c'est un travail qui est rigoureux, qui nécessite de poser beaucoup de questions. Il faut poser les bonnes questions. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais je me souviens plus ». Alors, il faut partir après un peu dans les suppositions. C'est vraiment un travail d'enquête. Et puis, alors, évidemment, vous avez toutes les questions de ces enfants qui ont été adoptés, donc c'est très difficile de revenir en arrière. Oui. Donc, vous voyez, ça aussi, on a toujours dans les commentaires. On a tous des zones d'ombre. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il manque des infos, quoi. Et donc, on fait des petits points d'interrogation. Après, on arrive à trouver les réponses. Enfin, on suppose, on n'a pas vraiment de preuves, mais on suppose que. Et le peu d'informations qu'on a, même si on n'en a pas beaucoup, ça aide quand même. Bon, en tout cas, cet arbre, vous le proposez? Oui, moi je le propose. Je suis praticienne en psychogénéalogie, donc je suis formée pour ça. Ouais. J'ai fait le mien avant de. J'ai passé un examen, donc oui, tout à fait. Alors vous parlez justement dans ces héritages transgénérationnels, les héritages conscients et inconscients. Oui. Quand c'est conscient, c'est plus simple. Quand c'est inconscient, comment aller rechercher cet héritage et la preuve de cet héritage? Alors, justement, c'est souvent pour les traumas, hein, les secrets de famille et tout ça, on se doute par rapport à certaines informations, par rapport aux symptômes de la personne. Ça peut être certaines maladies psychosomatiques, ça peut être le comportement de la personne, le mal-être, la dépression, peu importe. Ou par exemple les schémas répétitifs. Attirer toujours les mauvaises personnes, des personnes toxiques. Et par exemple, ou ne pas arriver à s'engager dans une relation amoureuse. Ça, par exemple, ça peut être le reflet d'un mal-être qui est d'origine transgénérationnelle, des faillites, des problèmes professionnels, ne pas arriver à trouver sa place dans le monde professionnel. Le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, par rapport à un ancêtre qui a manqué, qui a tout perdu, qui a manqué d'argent, qui a connu la guerre, qui a tout laissé. Et donc, les descendants vont avoir peur du manque et vont avoir un rapport à l'argent très particulier. C'est très courant. Quel a été votre héritage conscient et inconscient? Enfin, le conscient, on l'a vu puisque vous avez mené l'enquête. L'inconscient, c'était quoi? Par rapport à moi, par rapport à l'inconscient, j'ai la peur de l'abandon. Ouais. C'est logique par rapport à... Donc ça se traduisait par quoi? Par ma mère va rire quand elle verra la vidéo. J'étais dans les jupons de ma mère jusque très tard. Quand elle partait, je l'attendais. Je restais. Il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, donc je restais par la fenêtre où je faisais les allers-retours devant la porte. J'attendais d'entendre le bruit. C'est-à-dire que je faisais rien. Mon père me racontait que vraiment j'étais en état d'alerte. Je restais devant la fenêtre et je la guettais jusqu'à qu'elle rentre. C'est terrible. Et quand elle avait du retard. Parce que bon, les réveils, ça existait. Les montres, ça existait au moins à l'époque. Et c'est pas ça, c'est que je guettais l'heure et que je lui faisais un scandale ou que j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit d'être en retard. Et en fait, ma mère était tout le temps en retard. C'est le problème de sa vie. Donc, il faut voir combien je l'ai attendue devant la fenêtre et devant la porte. Dès que j'entendais un bruit, c'était la voisine. Je pensais que c'était ma mère qui arrivait. Et vraiment derrière elle, tout le temps. Tout le temps, j'étais rassurée que par ma mère. Et j'ai un abandon du côté maternel, moi. Ouais. Donc ça explique ça. Ouais. Et en fait, j'avais besoin d'être tout le temps. Et c'est ce qui peut se traduire ensuite sur un plan beaucoup plus personnel, sur de la dépendance affective? Je pense que j'en ai eu dans mes premières relations de jeunesse. Oui, j'en suis consciente. Je l'étais pas tellement au début, mais j'en ai pris conscience très tôt et j'ai vraiment corrigé ça. Ça, je suis fière de moi pour ça quand même. Et en parlant de la peur de l'abandon, j'ai mon fils, le petit dernier. Alors, vous avez 5 enfants. J'ai 5 enfants. Bravo. Sur les 5, il n'y a que lui qui est comme ça. C'est celui qui me ressemble le plus, physiquement, dans tout. Et
le caractère, tout. Et là, je me suis aperçue, en fait, il a que 3 ans, hein. Mais c'est terrible quand je pars. C'est vraiment, si c'est pour partir 5 minutes, faire un aller-retour en voiture, ou vraiment, il veut absolument venir avec moi. Et là, on va rire parce qu'il m'a fait un petit truc, là, il y a à peu près 1 mois. Donc, je voulais partir en cachette pour pas qu'il me voie. 3 ans quand même, hein, regardez. Et il a dû détecter. Il a ouvert la porte de la maison. Il a commencé à partir. Donc, je vois la porte ouverte, je le cherche. Il m'a devancé pour pas que je parte sans lui. Il s'est mis devant moi. Et j'étais obligée de le prendre avec moi. Et ça, c'est fort. Ça, c'est un truc que j'aurais pu faire à ma mère. Donc voilà. Mais c'est là où, souvent, dans les schémas répétitifs, Oui. on entend beaucoup de jeunes femmes, souvent, qui se posent cette question en se disant « Je ne veux plus revivre ce genre de relation avec un tel. » Et puis, bingo. Oui, elles le font quand même. Elles le font souvent, c'est quand on veut pas, en plus, qu'on le fait quand même. Exactement. Parce qu'elles n'ont pas résolu le problème à l'origine. Elles n'ont pas été à la source du problème. Alors, comment va-t-on à la source du problème? Eh ben, déjà, il faut identifier, savoir pourquoi. Il faut se remettre vraiment profondément en question, pas superficiellement. Est-ce que ça vient, par exemple, du divorce de ses parents, par exemple? Oui, mais ça, il faut en être conscient et le savoir. Vous avez des tas de femmes, par exemple, qui vont vous dire oh là là, pourquoi c'est encore un échec sentimental? Et elles sont incapables d'expliquer pourquoi c'est un échec sentimental. Exactement, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut quand même entamer un travail, au moins de développement perso. J'invite les gens à lire mon livre, parce que déjà, rien que de lire le livre, c'est une sorte de thérapie. Ça peut suffire même. Oui, ça peut aider. Ça peut suffire pour avoir un déclic, au moins pour se remettre en question, pour essayer de comprendre. Ce livre, il fait réfléchir. Je l'ai écrit pour ça. Vraiment déjà pour faire connaître au grand public, parce que tout le monde ne connaît pas encore les liens transgénérationnels. Je voulais vraiment en parler d'une manière vraiment assez libre. J'ai choisi une écriture, un style assez facile pour que ce soit facile à comprendre pour tout le monde, même les débutants. Et vraiment, il faut que ce livre il fasse réfléchir. Vraiment, il amène à la réflexion, quoi. Alors, quand on parlait justement, parce que il y a des choses qui se transforment parfois en trauma. Vous parliez des schémas répétitifs. Ça peut être un trauma, évidemment. Tout à fait. La peur de la trahison. Ah oui, la blessure de la trahison. La blessure de la trahison, ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez. Oui, la blessure de la trahison, je crois que je les cumule pratiquement tous. C'est bien, comme ça je peux aider les autres au moins. C'est sûr. Je suis bien placée. Et plus on a souffert, plus on est un bon thérapeute en fait. Je pense, oui. C'est ce que je dis toujours. Mais oui, la blessure de la trahison. Alors, c'est très difficile dans la vie de tous les jours de ne pas se méfier de l'autre. Je suis vraiment concernée parce que aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai eu vraiment une grande période où je me méfiais de tout le monde. J'avais l'impression que tout le monde voulait mon mal, en fait. Qu'on voulait toujours soit m'arnaquer, soit me... limite parano, quoi. J'étais pas dans la paranoïa, mais quand même la petite méfiance où, à chaque fois que je rencontrais une personne bienveillante et tout, je me disais, il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière, on va me faire un sale coup. Mais le problème, c'est que ça m'est arrivé. Vraiment. Et plein de fois. Donc c'est ça qui est difficile, et j'en parle de ça dans mon livre. Bien sûr. Alors justement sur sur la trahison, comment est-ce que vous faites ce travail pour remonter à la source, si je puis dire, là où il y a eu dans du transgénérationnel de la trahison? Parce que j'ai la chance de faire partie d'une famille où on parle, quand même. Voilà, donc et aussi parce que j'ai été témoin quand j'étais petite de certaines choses. J'ai vu mes parents être trahis, donc ce qui fait aussi que j'ai eu cette peur aussi que ça m'arrive. J'ai été trahie moi dès l'enfance aussi. Que ce soit à l'école, que ce soit par des adultes, un secret, des secrets qui ont été répétés. C'est terrible, parce qu'après on grandit comme ça et après on se méfie des gens. Aujourd'hui, ça va mieux? Ça va mieux. Honnêtement, j'ai un petit fond encore de temps en temps que ça peut revenir. Alors, il y a des relents. Lorsque je ne suis pas en confiance, il peut m'arriver je sens les gens, c'est-à-dire que je cerne les gens. Et des fois, il y a des gens qui ne m'inspirent pas confiance, honnêtement, et je me trompe quasi jamais. Alors, il y a quelque chose aussi dans votre livre. On parle souvent d'ADN, de génétique, et vous parlez d'épigénétique. Oui, épigénétique, puisque on a trouvé des marqueurs dans l'ADN, ça se transmet en fait, c'est pour ça qu'on parle, c'est une vraie hérédité. On hérite de la couleur des cheveux, de la couleur des yeux. C'est vrai qu'on pense toujours à ça en général. L'ADN, tout de suite, on pense au physique. Oui, on est d'accord. C'est vrai. Et personne... ou à la maladie. Oui,
exact. Mais on ne pense pas à l'héritage psychologique. Personne ne pense à ça, par ceux qui connaissent. Donc, on hérite des traits de caractère et des traumas, etc., qui passent d'une génération. Une maman qui est enceinte, qui porte son bébé, ça passe dans le sang. Ça passe dans le sang. Et même si elle a un choc émotionnel pendant la grossesse, par exemple. Et tout ça joue, évidemment. Tout ça, ça joue. Les peurs, les phobies? Oui, les peurs. Alors, petite anecdote. Ma mère a la phobie des pigeons, mon père des serpents. Bon, moi, j'ai la peur des serpents comme mon père, et j'ai pas la peur des pigeons. Il faut pas que je vous montre ça, alors. Je peux pas. Non, je peux pas. Vous l'avez vu ou pas? Ah non, j'ai vu un petit... juste un... Non, je peux pas. Je veux pas guérir. Voilà, ça... Non, c'est le seul truc que j'ai décidé de pas guérir. Non, mais lui, il est inoffensif, hein, il est beau. Alors, j'ai fait des progrès, ouais. Ah, c'est horrible. Ah, ça me fait plein de frissons dans le corps et tout. C'est vrai? Ouais. Si j'ai une télécommande et que je zappe une chaîne, ça m'est arrivé, je jette la télécommande. Un magazine, je jette le magazine. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé rechercher dans le transgénérationnel pour justifier les serpents, cette peur des j'ai pas serpents? trouvé, mais mon père, il a une peur bleue, comme moi, là, exactement, dans le même degré. Je pense qu'il y a un de nos ancêtres qui a dû être attaqué par un serpent, c'est sûr et certain. Ça, j'en suis convaincue, j'ai pas de preuves, mais c'est sûr et certain. Dans notre cas à nous, c'est sûr. Alors, on va se dire, c'est quand même le cordonnier le plus mal chaussé. Vous travaillez sur les phobies, sur les peurs et sur le transgénérationnel, et vous le faites pas pour vous. Le serpent, alors, j'ai fait des progrès. J'arrive un petit peu à regarder l'image, parce que là, j'ai regardé. En vrai... Je vais la remettre ou pas? Non. Regardez, il est beau, hein, celui-là. Ouh, la tête. Ouh. Je crois que je vais pas faire de cauchemar. Par contre, véridique, ça m'est arrivé 2 fois. J'étais dans un endroit où il y avait un monsieur qui avait il faut pas me faire ça, le serpent autour du cou. Il a commencé à s'approcher de moi. J'étais en pleurs. Je me suis levée. J'ai couru dans tout le... J'ai couru dans tout l'endroit, enfin, je courais dans tous les sens, j'étais m'enfermer dans les toilettes. Marrakech, c'est pas possible. Ah bah oui, il y en a beaucoup là-bas. Marrakech, j'ai rasé les murs. Ouais. Et tu sais, les types qui ont les trucs, les cobras en plastique. Ouais. J'ai hurlé, je croyais que c'était des vrais. Mais même en plastique, je ne peux pas. Non, mais même une phobie de l'araignée, par exemple, même si vous jouez avec une araignée, araignée en plastique, c'est... Donc, je ne suis pas guérie au point de pouvoir toucher un serpent, le regarder... Voilà, bon bah ça... Alors si quelqu'un vient vous voir en cabinet avec cette problématique... Du serpent par exemple, enfin, ou une autre phobie. Non, j'ai aidé à guérir des autres phobies. Le chien, par exemple, le chien, le chat, les araignées. J'ai réussi, j'ai aidé des enfants même avec la peur bleue du chien, change de trottoir et tout. Hein. Quitte à se faire écraser par une voiture, la mère, elle m'avait emmené une fois son fils et j'ai réussi. Mais le chien, c'est plus facile. Parce que vraiment, je lui ai montré des vidéos de chiens qui sauvent des gens. J'ai vraiment passé le chien pour un héros. On a été vraiment petit à petit. Et finalement, pour montrer qu'en fait, le chien, c'est mignon, quoi. Un serpent, c'est moins mignon. C'est plus difficile. Dans votre carrière, quel est le secret de famille qui a été le plus, pas à titre personnel, hein, de ceux que vous avez accompagnés, qui vous a vraiment le plus, qui vous choque à chaque fois? L'adoption. De pas dire la vérité, de faire croire que c'est le père ou la mère, enfin de mentir sur l'identité des parents. Ouais, ça c'est terrible. C'est une trahison. C'est une trahison. C'est une trahison. Oui. Il y a déjà une trahison à la base, enfin au départ déjà. Enfin, il y a la blessure du rejet, il y a l'abandon, il y a, enfin c'est lourd quand même. C'est lourd. Alors vous parlez aussi, alors il y a les blessures de l'âme. Et on fait référence évidemment à Alice Bourbeau, bien entendu. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, bien sûr, l'injustice, etc., etc. Tout ça, c'est du transgénérationnel aussi. Bien sûr, parce que, bon, ça peut être, on peut le mettre dans le développement perso, on le mettre partout, hein, en psychologie et tout. Mais bien sûr, c'est la base du transgénérationnel, parce que dans les lignées familiales, tout le monde, mais toutes les familles ont eu ces... Même si c'est pas les 5, et encore, je pense que tout le monde a les 5. Oui, tout le monde finalement, peut avoir finalement. Un rejet, un abandon. Après, chez les descendants, on ne cumule pas forcément les 5. Mais en tout cas, au niveau des aïeux, des ascendants, oui. Forcément, tout le monde, alors, toutes les familles. Vous parliez de votre prénom. Oui. Stella, qui a une résonance, constellation. Qui veut dire étoile. Étoile. Donc Stella, est-ce que vous avez demandé justement à vos parents pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi ce prénom? Alors, ils n'ont pas vraiment d'explication. C'est pour ça que je pense que c'est inconscient. C'est ça qui est beau. Ils ont trouvé ce prénom joli. Ça veut dire étoile. C'est la signification aussi. Et je pense que je suis là pour éclairer.
J'essaye d'éclairer, en fait. Ouais. Parce que de Stella, il y a constellation, et on pense tout de suite à constellation familiale. Constellation familiale, tout à fait. Quand on fait du transgénérationnel, vous en faites? Alors, je ne fais pas de constellation familiale, mais c'est en projet. Ouais. Et vous en avez fait? J'aime beaucoup cette approche. Non, pas pour moi. Non, vous n'avez jamais expérimenté? Je n'ai pas fait pour moi, non. Ouais. C'est très puissant. Oui, je suis plus dans la psychogénéalogie, c'est-à-dire l'arbre généalogique, etc. Et tout, mais c'est en projet. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Tout à fait. Vous avez vu la série Le Chemin de l'Olivier? Non, je ne l'ai jamais vu. Ah, mais non, mais je sais, tout le monde m'en parle. Non, mais... C'est culte. On pleure de l'épisode 1 jusqu'à... C'est énorme, quoi. Ouais, c'est vraiment énorme. Alors, les liens transgénérationnels et la parentalité, et vous dites qu'on est tous responsables. Oui, quelque part, oui. De ce qu'on transmet. Inconsciemment aussi. Inconsciemment. On dit souvent de ne pas en vouloir à nos parents parce que eux aussi ont fait, c'est les schémas répétitifs de leur éducation et de leurs aïeux aussi. En fait, il y a quelque chose d'extraordinaire avec ça. C'est que quand on comprend les liens transgénérationnels et tout ce que ça comporte, on pardonne. On peut pardonner à nos parents, nos grands-parents. Il y a un pardon qui s'installe, sauf cas exceptionnel, évidemment, et très toxique et tout. Mais dans la plupart des cas, on peut pardonner parce qu'on comprend, en fait, que c'est pas de leur faute. Et c'est ce que vous dites. Et que même ils trimballent, en fait, des valises et qui se donnent. Et en fait, c'est comme un virus, quoi. Si je chope un virus et que vous me l'avez donné, c'est que vous l'avez, quelqu'un d'autre vous l'a donné, et ainsi de suite. Ouais, mais c'est là, alors on pourrait faire une émission complète sur le pardon, parce que là, il y a tellement... J'en parle un petit peu dans le livre, mais bon... Tellement de choses à dire sur le pardon. Oui, il y a tellement de choses à dire. Et on peut comprendre que parfois, c'est un discours assez inaudible pour des Tout gens à fait, c'est pour ça que je avec dis des souffrances et des traumas très lourds. Sauf cas sérieux, où même moi, en tant que thérapeute, dis « Ok ». Là, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Il y a des liens qui sont vraiment toxiques. Mais, je veux dire, dans beaucoup de cas, où c'est assez modéré, on va dire, c'est pardonnable. En tout cas, même si on ne pardonne pas, et ça, j'en parle vraiment dans mon livre, on peut accepter, on peut comprendre. On peut se mettre à la place de l'autre. C'est ça aussi les liens transgénérationnels. C'est pas un travail égoïste. Pas pour tout. Justement, c'est le contraire de l'égoïsme de faire un travail sur les liens transgénérationnels. C'est pas que pour soi, en fait. Mais quand, par exemple... Il y a beaucoup de sujets où on revient, par exemple, sur les abus. Non, évidemment que non, pas ça. Ah non, moi, je ne parle pas du tout de ça. Je parle de certains secrets, non, chose quand même beaucoup plus légère. Non, ça, non. C'est du transgénérationnel, ça aussi. C'est évidemment... Mais c'est ce qui ressort en premier lors des études et de... Bien sûr, j'en parle dans le livre. Tout à fait. Ah oui, non, ça, ce sont des cas lourds. Des lignées où toutes les femmes ont été violées, ça existe vraiment. Ou du coup, chez les descendants, ça pose des problèmes de maternité pour avoir un enfant. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants à cause de ça, parce que dans la lignée, il y a eu des femmes qui ont été abusées, évidemment. Et les médecins le savent, ça. Vous travaillez en collaboration avec le corps médical? Pas encore, j'aimerais. C'est en projet. J'aimerais vraiment m'y mettre, oui. Peut-être même avec aussi les universités, les étudiants, tout ça. J'aimerais vraiment faire entrer, je ne suis pas la seule à travailler là-dessus, évidemment, Il y en a plein, mais j'aimerais vraiment entrer, vraiment le mettre à la portée de tous, que ce soit vraiment... C'est sûr que c'est pas, pour l'instant, c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va apprendre ça. Non, mais j'aimerais faire bouger les choses. Je suis assez active dans mon métier. Je ne me contente pas de faire des consultations et non, je suis très active. Alors, vous parlez évidemment vous avez parlé du pardon tout à l'heure. Dans votre livre, vous parlez de la réconciliation. Oui. Avec les héritages familiaux aussi. Et il y a parfois effectivement des réconciliations qui sont difficiles, voire impossibles. Oui, mais il faut l'accepter aussi ça. Qu'il y a des choses qui sont impossibles. Et donc, on est dans l'acceptation de l'impossible. C'est-à-dire, on se dit, c'est comme ça. On ne choisit pas. Il faut vivre avec, il faut avancer. Et donc là, on regarde dans le passé, mais au bout d'un moment, on regarde devant. Ça y est, hop là, c'est terminé. Et ça, c'est tout un accompagnement que vous préconisez. Tout un accompagnement. Il faut vraiment être accompagné pour bien saisir ça. Quand accepter, ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, on accepte que notre vie a été comme ça, notre passé, qu'il y a eu des erreurs, que nos ancêtres aient fait telle ou telle erreur. On accepte, on n'a pas le choix, on doit avancer. On a besoin de comprendre pourquoi l'être humain a besoin de comprendre.
Pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi j'ai tous ces malheurs? Pourquoi et pourquoi? Combien de gens viennent et disent « mais je comprends pas, j'ai pas mérité tout ça et pourquoi ?» Donc déjà, de comprendre pourquoi. Et ensuite, ça y est, après, il y a un moment où il faut avancer. Alors, c'est très étonnant que vous disiez ça, très étonnant. Non, mais il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui ont d'autres approches et qui vous disent, par exemple, que c'est pas nécessaire de connaître le pourquoi. On peut connaître la cause, donc on va rechercher la cause, mais après, c'est pas la peine d'aller ressasser ou trop profond ou essayer de comprendre le pourquoi du comment. On peut très bien régler des choses sans nécessairement aller dans le pourquoi. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Déjà, on ne ressasse pas. Quand on comprend le pourquoi, on essaye quand même de le faire, on ne va pas rester plusieurs séances sur le pourquoi. Ensuite, ça dépend des cas. Déjà, ça dépend de la demande de la personne, des personnes qui ressentent le besoin. Il y a des personnes qui ne veulent pas, on respecte, mais c'est important, c'est du cas par cas en fait. Donc, lorsque ce sont des cas qui sont assez lourds, on sait qu'on va être obligé d'aller dans le passé. C'est inévitable selon l'histoire de la personne. Effectivement, moi aussi, je fais un peu de développement perso, je fais des consultations beaucoup plus légères en psychothérapie, même parfois les gens, 2 séances, et hop là c'est résolu parce que c'était des petits problèmes rupture amoureuse, Et on va aider la personne en dev perso parce qu'on va la coacher pour qu'elle ait confiance en elle, etc. Alors on va pas dire, ah oui, alors t'as confiance en toi, viens, on va les piocher chez l'arrière-grand-mère. Non, on va pas forcément, on va pas faire ça à chaque séance. Donc c'est pour ça que vraiment c'est du cas par cas. Ouais. Je pensais à votre famille, vous nous avez dit que vous aviez 5 enfants. Oui. Est-ce que dans la lignée de votre famille, c'est aussi des familles nombreuses comme ça? Oui, alors très très intéressant parce que je ne voulais pas d'enfants. Après, je voulais un seul enfant, parce qu'en fait j'étais l'aînée de 4 enfants, donc moi aussi je viens d'une famille nombreuse et en fait je gardais beaucoup mes frères et sœurs, je m'en suis beaucoup occupée et qu'en fait ça me gonflait plus qu'autre chose des enfants. J'aimais pas trop les enfants, quoi, moi. Ah non, mais ouais, moi je voulais une carrière. Enfants. Moi, je voulais pas, moi. C'est ça le pire. Et je suis mais j'ai reproduit la même chose. Et en plus, je suis très heureuse aujourd'hui mais si je pouvais en avoir 15, j'en aurais 15. Ah vraiment, sincèrement, la vie est difficile, on ne peut pas faire comme on veut, j'ai ma carrière à gérer et tout. Sérieusement, je pourrais encore en faire. Et ça, je pense que ça me répare. Aussi. Mes enfants, vraiment. Chaque grossesse, c'est quelque chose, c'est une réparation. Et je suis très, très, très heureuse d'avoir 5 enfants. Et ce sera à refaire, je refais la même chose. Et je regrette d'avoir dit un jour que je voulais un seul enfant, ou 2 maximum. Il ne faut pas regretter, mais en tout cas, voilà, à l'époque, vous étiez dans cet âge. Voilà. Et donc, dans la lignée dans la lignée des femmes de votre arbre, il y a aussi 3, 4 enfants, 5 enfants, c'est aussi des... Il y a oui, peut-être pas dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui ressort, qui est assez flagrant, mais oui, il y a... oui, ma grand-mère, par exemple, je porte en deuxième prénom le prénom de ma grand-mère, celle qui est partie d'une manière, qui s'est suicidée. Il paraît que je lui ressemble beaucoup au niveau du caractère. Et il faut savoir quelque chose qui est très intéressant, c'est que j'ai grandi avec les gens qui sont décédés dans ma famille, ça c'est du côté de mon papa. Mon papa n'a plus de famille. Tout le monde est mort. Et mon papa a grandi en fait avec la nostalgie de... En fait, c'est comme si en fait j'avais grandi avec des morts. Parce qu'en fait, on en parlait. Mon père toujours me disait « Ah, tu ressembles à ta grand-mère. Ah, elle serait fière de toi, encore aujourd'hui, hein, pour le livre. Ah, elle serait fière de toi, ta grand-mère. » Et en fait, j'ai toujours grandi avec ça, en fait. Les gens qui ne sont plus là, mais en fait, ils sont là. C'est comme si ils étaient là. Ça, et donc, voilà. Donc, j'ai ce lien avec ma grand-mère. Et qui est quand même, je pense, assez fort, parce que c'est ma grand-mère qui adorait lire, qui adorait écrire, qui, je pense que pour de vrai, elle serait vraiment fière. Et donc d'autres ont eu 4 enfants, 3 enfants? Elle a eu, voilà, d'autres aussi, oui, il y a eu aussi des... Oui, il y a quand même pas mal d'enfants. Donc il y a quand même des choses... Il y a pas mal d'enfants dans la... Et est-ce que vous vous êtes posé la question, dans ce travail que vous avez pu faire sur votre cas précisément, pourquoi il y avait tous ces décès du côté de votre père? J'ai trouvé... il y a des guerres. Il y a des guerres, mais j'ai pas trouvé la cause exacte des décès. Parce qu'il y a des décès volontaires. Hein. Il y a des décès. Alors, il y a des décès qui sont volontaires, mais je n'en ai pas trouvé. D'accord. Plus loin. Ok. Ça reste quand même, voilà, j'ai pas trouvé. Mais ce que je pense, moi en tout cas, c'est que c'est du coup, on essaie nous de casser ça. Hein. Bien sûr. Je pense que ça a démarré là.
plus loin, j'ai rien trouvé. Donc, vous savez, il y a des choses qui peuvent démarrer à un moment donné. Ah, bien sûr, il faut Moi, bien je que ça peux démarrer commence. un truc. Bien sûr, bien sûr. D'accord, donc je pense que ça a démarré là. Mon papa a eu des pensées, des dires assez suicidaires à certains moments. Et là, je me suis dit, non, quoi, il ne va pas continuer. Moi, je savais, j'ai dit non, pas du tout. Aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, est-ce que c'est depuis que je fais moi ce travail? Je ne sais pas, ça va mieux. J'ai eu très peur à l'annonce de sa maladie, justement, parce qu'il m'a toujours dit qu'il voulait pas vivre vieux, parce que son papa est parti à tel âge et qu'il voulait partir au même âge. Donc un peu ce style de programmer sa mort. Et en tout cas, nous, les enfants, on a cassé tout ça. On veut pas du tout aller dans ce sens-là. On n'est pas du tout dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on aide notre papa à s'en sortir et à vraiment partir de ce schéma, parce que sinon, on s'en sort pas et s'y reproduit. Et quand vous dites on a cassé tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout... on est positif, nous, en fait. On n'est pas dans cette nostalgie. Mon papa, c'est quelqu'un qui est toujours dans la nostalgie du passé, qui vit dans le passé avec ses fantômes et et finalement qui s'accroche pas à la vie quelque part. Et nous, on fait l'inverse. On a mon frère et mes sœurs. J'ai un frère et 2 sœurs. On a ce côté très positif, d'aider les autres, de transmettre vraiment des ondes positives aux autres, d'être positif dans la vie, la résilience, tout l'inverse. Ouais. Ouais. Ça, c'est important? Ah oui, c'est important. C'est un message qu'on peut donner, ça. Oui, oui, très important. Effectivement, une fois qu'on a fait ce travail transgénérationnel, l'idée, c'est, quand on a des enfants, de ne pas reproduire ça. Tout à fait. De se dire, on casse la chaîne une bonne fois pour toutes. Ah oui, il faut casser. Voilà, faut casser. Aujourd'hui, mon papa nous remercie d'être comme ça, parce qu'on lui donne la force de se battre. Il a des examens en cours. Et on ne sait pas encore où ça en est vraiment. Même si le stade est avancé, selon les médecins. Et là, tout se joue. Donc là, on le booste. Et de son discours négatif, aujourd'hui, on l'entend dire qu'il va se battre, qu'il va y arriver, que ça va aller. C'est rare venant de lui. C'est un miracle déjà, rien que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais. Vos 5 enfants, justement, est-ce que quand vous regardez votre parcours et que vous avez réussi à mettre des mots sur à chaque fois des situations entre vos phobies, vos peurs, peur de l'abandon, etc., vous avez eu peur de reproduire ça chez vos enfants? Oui. Honnêtement, alors c'est bien de savoir les choses, mais aussi quand on sait, oui, bien sûr. C'est ça le problème. Je travaille encore aujourd'hui. Dessus. C'est tous les jours que je travaille sur moi. Tous les jours, à travers mes enfants, c'est à travers les autres. Je suis loin d'être parfaite et je fais des erreurs encore. Et parfois, je vois que je suis en train de faire une erreur et hop, je me rattrape. La seule différence, peut-être, c'est que vous avez conscience d'eux. J'ai conscience de tout. Et c'est difficile d'avoir conscience aussi. Parce que parfois, on peut être dans la culpabilité, parfois, on veut être un peu trop parfait, on veut que tout soit bien. Et alors, voilà, il faut être dans le juste milieu, parce qu'on peut basculer dans l'extrême aussi. Et est-ce que maintenant, avec votre travail, votre approche de thérapeute, vous arrivez à ressentir chez vos enfants, probablement, ou peut-être chez d'autres, s'ils sont impactés de quelque chose? Je ressens tout. Ouais. Tout. Depuis tout petit, les traits de caractère qu'ils vont avoir, à qui ils ressemblent, dans la famille. Donc du coup, vous analysez en permanence? Ouais, c'est fatigant. Je suis fatiguée. C'est sûr, c'est sûr. C'est fatigant. Parce qu'il y a cette peur qui est là, même si c'est mon métier. Je suis un être humain, quoi. Je suis une maman, j'ai quand même peur. Bien sûr. J'ai peur pour eux, j'ai peur. Donc oui, dès que je commence à voir un truc, surtout à l'adolescence, c'est pas facile. Des petites névroses comme ça, je dis oulala, ça c'est son grand-père, ça c'est sa grand-mère, je dis oula, voilà. Il y avait vraiment des choses qui se transmettent, mais j'en ai la preuve parce que je le vois chez mes enfants. Ils me ressemblent pas qu'à moi. Alors, j'imagine toujours les repas de famille. Oui. Où vous devez avoir cette réflexion. Oh, ça, c'est bien ton père. Hein. Oh là là, alors chez moi, c'est la spécialité. Alors, il y a un truc. Chez moi, ils sont spécialistes. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil, mais j'espère que je ne suis pas la seule. Quand c'est pour les qualités. Ah, bien sûr. Par exemple, ma mère dit oui, il me ressemble pour un truc super. Et dès que c'est les défauts, c'est chez l'autre. Hein. C'est toujours ça va, c'est pas que dans ma famille. Évidemment, ça. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça m'énerve, ça.
c'est pas objectif du tout. C'est sûr, c'est sûr. Tout le monde se renvoie la balle. Enfin, C'est sûr. voilà C'est sûr. quoi. Non, mais c'est vrai que c'est important, je pense, qu'à un moment donné, d'avoir cette réflexion sur soi, c'est de la réflexion sur ses aïeux, voir un Oui. petit peu... il ne s'agit pas d'aller fouiner ou de, ou de faire remonter Oui, des trucs, c'est parce qu'il ça. faut être prêt quand même Oui. à faire ce Ah travail. oui, il faut être prêt. Ah oui, moi, Ça je leur peut- dis aux ça peut intentions, secouer il faut- quand même. Ah oui, ça secoue. Surtout quand il y a des secrets de famille qui sont par conséquent révélés. Et qui peuvent avoir un impact. Et qui peuvent sur avoir la ensuite vie un tous les impact, jours, bien sur sûr. toute la famille. Ça peut faire des scandales, ça peut faire des... Ah non, non. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'aient pas envie. Oui, oui, et ça se respecte. Moi, je respecte ça. On peut Ouais, mais très bien vivre sans faire une thérapie transgénérationnelle. Hein. Oui, sauf que, oui, évidemment, mais sauf que du coup, ces gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ressentent ça. Oui, mais bon, après, c'est vrai que le problème de soigner que le symptôme, c'est comme si vous avez mal à la tête, vous prenez un médicament. Bon, mais vous ne savez pas pourquoi vous avez mal à la tête. Le médicament, il va faire effet tant d'heures. Il revient, le mal de tête. Vous prenez le médicament, il revient. Donc, vous ne savez pas, toujours pas pourquoi ce mal de tête, il revient. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une radio, enfin, on va voir le neurologue, peu importe, on va voir le médecin pour comprendre d'où vient ce mal de tête. Bien sûr. Il peut y avoir plusieurs origines. Donc, c'est ça un peu le risque de... Comme quand on fait du coaching, en développement perso et tout, c'est bien, mais ça reste un peu superficiel. C'est très bien, ça peut être bien quand la personne, elle a déjà fait un travail, ou si vraiment c'est léger, c'est super, mais bon, ouais, dans certains cas... il faut aller plus en profondeur, mais toujours avec l'accord de la personne. Il faut toujours être transparent en tant que thérapeute, expliquer à la personne ce que ça peut faire. Voilà. Mais en général, les gens sont avertis, ils veulent vraiment. Bon, Ouais, ceci ils dit, sont, dès l'instant où ils commencent à franchir le seuil de Oh, votre quand cabinet, même, ils quand savent, on n'en quoi. peut plus, on n'en Bien peut sûr, plus. bien Souvent, sûr. ils disent, mais de toute façon, ça peut pas être pire, ils me disent. Donc, Oui. c'est pas grave, quoi. Ouais. Voilà, allons-y. Ouais. Voilà. Et vous dites cette phrase, évidemment, le passé ne définit pas notre futur. Ah oui, complètement. En tout cas, tant qu'on ne fait pas ce travail. Ah oui, oui. À partir du moment, Oui. où on fait ce Où travail, on fait ce travail, voilà. Voilà. Ah oui, parce que si on fait pas le travail, par contre... on ça peut peut traîner durer ça. toute une vie, On sans- peut traîner ça il faut se pendant réveiller. longtemps. Ouais, C'est un bien sûr, réveil. Bien sûr, bien sûr. C'est un réveil de conscience, c'était vraiment, quoi. C'est un réveil, c'est une renaissance, on peut l'appeler comme on veut. C'est une seconde vie, une seconde chance. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça. Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, et j'ai envie de le transmettre aux autres et de transmettre cet espoir, surtout. Pour moi, c'est un problème de société, en fait. La société va mal. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de dépression, beaucoup de mal-être, les gens deviennent violents, agressifs. Et on l'entretient, ça, en plus. On l'entretient, c'est terrible et je pense que tout le monde doit essayer de faire un travail. Si tout le monde le faisait, mais la société irait mieux, en fait. Il faut soigner la société, quoi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand on parle du transgénérationnel, on parle aussi parfois certains états modifiés de conscience à travers des hypnoses régressives ou des choses comme ça. Oui, je connais. Vous avez fait? Oui, je connais l'hypnose régressive. C'est ça aussi, c'est une approche qui est particulière et qui ne va pas convenir à tout le monde. bien sûr. Tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Mais encore une fois, quand la personne est en demande, quand la personne va vraiment mal et qu'elle ne comprend pas d'où ça vient, d'elle-même, elle va aller chercher ailleurs. Et c'est là qu'on va se tourner vers d'autres thérapies. Et vous en avez fait de l'hypnose régressive? Oui, j'ai fait de l'hypnose régressive. J'ai une amie qui est hypnothérapeute. J'ai eu l'occasion d'essayer avec elle. Il faut savoir que je rentre très facilement en hypnose, Ça que j'ai des m'étonne pas. capacités. Ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, j'ai aussi des capacités médiumniques, donc Alors, où est-ce que vous que étiez? je n'utilise pas, mais... Alors, où est-ce que vous étiez? Oula, Allez, une ou deux. on part dans des trucs un peu ésotériques. Mais c'est normal. Ouais, mais ça fait- ouais. Mais non, mais Oui, c'est oui. aussi J'ai le vu transgénérationnel. j'ai vu mes anciennes vies. C'est aussi ça. Hein. J'ai vu mes anciennes vies. Alors, d'où venez-vous? Oula. Une ou deux. Une ou deux. Une ou deux. Dans une de mes anciennes vies, j'ai été tuée, j'ai été poursuivie par des hommes et assassinée. Ok. Voilà, au bord d'une plage. Bon, Par une exemple. plage, ouais, ok. Voilà, donc je courais et j'ai été poursuivie. Vous arrivez à mettre une époque, non? Je me rappelle plus exactement, parce que ça fait longtemps que j'ai fait cette hypnose-là. Je pense que c'est peut-être 3-4 générations, peut-être. C'est pas très très vieux non plus. Ah oui, et un truc qui me revient aussi, petite fille, dans un château, dans une famille très méchante. Seule, la solitude qui revient. Solitude, seule, abandonnée, tristesse.
Et je me souviens que de ça, pour l'instant. Bon, le jour de la séance, je me souvenais tout, mais là, voilà. Donc, c'est des exemples comme ça. En tout cas, je trouve que ça aussi, c'est un outil assez complémentaire de votre approche transgénérationnelle. Oui, tout à fait. Oui. Ça peut aider. Ça peut, les gens qui sont vraiment ouverts il faut être ouvert d'esprit quand même. Hein. Donc les gens qui sont vraiment ouverts d'esprit et tout, ils peuvent... En tout cas, ce qu'on a bien retenu aussi, et ça c'est quelque chose, c'est engrammé chez vous familialement, c'est la psychologie positive. Ah oui. Oui. Et moi, ma vie, c'est ça, c'est être positif. Et ça, je le suis depuis toute petite. J'étais très souriante quand j'étais petite et... Ce qui ressort chez moi, les gens qui se souviennent de moi me disaient « Mais qu'est-ce que tu étais souriante ?» Je souriais à qui le voulait bien, pour un oui, pour un non. J'étais toujours avec le sourire. Tout le monde me disait « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est souriante, cette petite et qu'est-ce qu'elle est solaire ?» Et en fait, avec mon sourire, j'essayais d'apporter toujours du bien-être. Quand je voyais des gens tristes, même des adultes, je faisais des grands sourires et j'essayais de consoler la personne. J'étais toujours en train de consoler les autres, en fait. Donc... Bah, aujourd'hui, vous êtes sur le chemin. Vous êtes au bon endroit, précisément. Est-ce que vous mettez en place dans votre accompagnement, en tant que thérapeute, des rituels Il y a des choses que vous préconisez Je travaille beaucoup avec les lettres. Ouais. Les lettres thérapeutiques. Ok, c'est-à-dire même les lettres cosmiques. Les lettres qu'on écrit Oui, alors je fais écrire parfois à des personnes décédées. Carrément, c'est-à-dire qu'on écrit une lettre à la personne qui n'est plus là, mais avec qui on a des comptes à régler. Dans le bon, ou enfin en tout cas, si avant de partir, on n'a pas eu le temps de lui parler, de dire les choses, d'exprimer, mais ça peut être aussi en cas de trauma, ça peut être une personne à qui on en veut, et pour justement briser ce lien avec cette personne décédée. Voilà, ça je travaille beaucoup comme ça. Lettres thérapeutiques avec des personnes aussi qui sont bien sûr... des personnes qui sont vivantes et qui sont en conflit, qui ne se parlent plus. On veut couper les liens. Etc. Voilà, exactement. Mais c'est toujours une lettre thérapeutique sur quelque chose de négatif ? On peut pas le faire sur du positif ? Oui, alors... Pour dire au revoir à quelqu'un et pour dire à combien on l'aimait ? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si la personne est partie trop vite et qu'on n'a pas eu le temps de lui dire justement certaines choses, oui, ça c'est positif. Et alors il faut savoir que, donc je mets toujours une touche de positif, lorsqu'on fait une lettre qui est justement pour couper les liens toxiques, à la fin, on termine la lettre en disant je décide de tourner la page, je décide aujourd'hui de vivre pour moi, d'être dans le bien-être total, d'être libérée de ce poids, où il y a des personnes qui disent aussi je te pardonne ou j'accepte ce qui s'est passé. Peu importe, hein, ça dépend des situations. On n'est pas obligé de pardonner encore une fois. Et qu'est-ce qu'on fait de cette lettre ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors souvent dans les lettres, dans les personnes qui sont décédées, je le fais faire par exemple souvent par les enfants on met la lettre dans un ballon à l'hélium et on laisse le ballon s'envoler dans le ciel. J'aime bien ça, c'est enfantin, c'est mignon, c'est symbolique, ça peut être à la mer. Voilà, il y a plusieurs façons de... Il n'y a pas besoin de la brûler, il n'y a pas besoin de l'enterrer, il n'y a pas besoin en fait, ça dépend de la relation avec la personne, de l'histoire. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Bon. En tout cas, alors vous êtes où alors ? Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous consulter. Alors je consulte seulement en ligne, donc je n'ai pas d'adresse de cabinet. Je me suis spécialisée dans les consultations internationales. Je suis un peu la psy des expats. Donc je peux avoir l'Australie l'après-midi, le soir les Antilles, le lendemain le Maroc. Vraiment, je bosse avec vraiment absolument tous les pays, même les plus lointains. Donc voilà, c'est seulement des consultations en ligne, en visio ou téléphonique. Mais ça marche tout aussi bien. Et ça marche très bien. Très très bien, vraiment. Et je voyage à travers mes consultations. Et ça me fait un bien fou d'aller à la rencontre de cultures différentes. Vraiment, c'est Est-ce que vous avez une histoire d'un avant-après, quelqu'un que vous voyez? Il paraît que lorsque les consultations fonctionnent, même physiquement, vous voyez les gens changer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La personne, elle est moins... elle peut avoir, par exemple, le visage fermé. Et voilà, être plus souriante, plus lumineuse, en fait. J'ai un exemple d'une jeune femme qui venait me voir, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Après avoir essayé, après avoir vu des tas de médecins, etc. Et en fait, on a travaillé sur sa lignée et on s'est aperçu qu'il y avait eu des viols, des attouchements, elle aussi. Et ça venait de là, le blocage. Et donc, on a fait un travail.
pas si long que ça finalement, parce qu'elle a vite pris conscience et elle voulait s'en sortir et elle voulait absolument avoir un enfant. Et elle est tombée enceinte pas longtemps après. Elle avait conscience qu'il pouvait y avoir quelque chose comme ça, de cet ordre-là? Alors, en fait, en même temps, je lui ai fait prendre conscience, c'est-à-dire que je l'ai mise sur la piste. Je lui ai dit, mais attendez, vous pensez pas que dans votre famille, il y a eu peut-être... Donc, elle savait pas. Elle m'a dit oui, moi, oui. Je lui ai dit, mais peut-être que renseignez-vous. Et en fait, pendant les séances, en même temps, elle s'est renseignée et sa mère a parlé, et sa grand-mère aussi. Sa mère et sa grand-mère, quand même. Donc, c'est lourd. C'est pour ça qu'il faut bien aussi, dans l'accompagnement que vous préconisez, être conscient. Oui. De l'impact que ça peut avoir. Hein. Tout à fait. Être conscient de l'impact que ça peut avoir. Mais là, vous accompagnez pour ça, pour bien prendre conscience de ça. Il y a une façon de leur parler. Bien sûr. Chacun selon son et puis une façon de demander à la famille aussi, ou de faire ce travail de recherche. Tout à fait. Alors, c'est eux qui le font. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même les prévenir et je les préviens, choses. Je leur explique comment on peut faire les choses, etc. Je leur dis, est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille, parce que des fois, ils sont fâchés avec tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas une tante, peut-être, ou un oncle de qui vous êtes resté proche, peut-être, pour essayer d'avoir des informations. En général, il y a toujours un ami de la famille. C'est rare. J'ai pas eu vraiment que ce soit vraiment désertique. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Bon, dans les cas d'adoption, c'est encore un autre problème. Ce serait trop long d'en parler. Mais en tout cas, on a toujours un petit indice qui va nous amener sur d'autres indices, etc. C'est comme une enquête policière, quoi. Et vraiment. Des réconciliations, j'imagine? Oui, il y en a eu. Ouais, ça j'adore. Ah, ça j'adore. Ça vraiment j'adore, les lettres. Elle m'appelle, mais ça va pas marcher, mais j'ai pas envie d'écrire, mais j'arrive pas à écrire et tout. Donc je les motive pour écrire et tout. Et puis après, ces lettres, souvent, elles donnent envie de parler. Parce que souvent les gens me disent, mais il est hors de question que je parte, de toute façon ça sert à rien. Je dis, écoutez, faites la lettre, c'est l'option numéro 1. Quand vous allez faire la lettre, peut-être vous allez passer à l'option 2. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'autre étape, c'est après la lettre, ça peut vous donner envie. Parce que la lettre, ça libère, ça donne un peu confiance en soi et tout. Et quand on a fait cette lettre, eh ben, on peut avoir envie après de parler. Donc c'est très, très bénéfique. Bon, bravo en tout cas Stella. Merci. Toute la famille va bien, les enfants? Oui, ça va, tout le monde va bien. C'est tout le monde parfait. va bien. Bon, du coup ils se disent, tous les enfants doivent se dire, on est sauvés, maman elle est spécialiste du transgénérationnel, il peut rien nous arriver. Je fais tout pour on peut passer, oui, après on aura toujours, oui, on n'aura pas, on souhaite pas être parfait, avoir une vie parfaite. Bon, le petit dernier, faites gaffe visiblement, hein, parce que un petit syndrome de l'abandon. Ah oui, hein, il est très accroché à moi, maman. Mais bon, après il y a des âges aussi, hein, on est 3 ans. Oui, c'est ça aussi, 3, c'est qu'il ne faut 4 ans. pas tomber dans la psychose du truc. Non, quoi. non. Moi, pas... je l'accepte en fait. Je sais que c'est l'âge, je sais qu'il va grandir, mais je le vois par rapport aux autres qui ne m'ont pas fait ça. Lui, il a une sensibilité en plus. Il est vraiment, vraiment très accroché à moi, plus que les autres. Voilà. Maman. Il me manque là. Oh, formidable. Merci Stella, merci infiniment. Merci. Vous allez évidemment commenter cette émission, je sais que ça va l'être. Je vous rappelle le livre qui est ici et je vous remonte pas le serpent, hein, c'est pas la peine. Non, ça va. Allez, il est là. Héritage invisible aux éditions Le Courrier du Livre pour se libérer des liens transgénérationnels qui nous empêchent d'avancer. C'est plein d'informations d'abord très intéressantes et ensuite de mise en pratique pour que vous puissiez cheminer comme ça. Et si vous avez envie d'aller plus loin, consultez. Voilà, appelez Stella, au moins un premier échange. Tout à fait. Là, oui. Pour voir un petit peu de quelle manière tâter le terrain, si je puis dire. Exactement, oui. Et voir s'il y a du gros débroussaillage ou pas à faire. Parce que c'est souvent ça. Ouais. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. C'est quand on commence, des fois. Ouais, on sait pas où jusqu'où on va. C'est ça. C'est vrai. Je sais pas si j'ai jamais fait, évidemment, mais... Je ne sais pas si j'aurais envie d'aller... On le ressent. Mais non, mais... Oui, remarque. C'est pas quelque chose qui se décide. Ça, j'ai oublié de le dire, mais... La personne qui fait ça, c'est qu'elle le ressent, elle est convaincue, quoi. Oui, bien sûr. C'est évident, c'est une évidence, en fait. Voilà. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Partagez. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.